Mon père a dit à mes enfants, votre père est un loser qui a eu de la chance, à propos de ma réussite, et il s'est mis à se vanter de son fils prodige, un parasite. Mes enfants me l'ont raconté. Lors de ma visite suivante, j'ai remis une enveloppe à mon père et maintenant il me supplie, disant que j'ai toujours été le vrai gagnant. Trop tard. Salut Reddit. Mon père a dit à mes enfants que j'étais un loser qui avait eu de la chance, tout en faisant l'éloge de mon frère parasite comme étant la véritable incarnation de la réussite. Mes enfants sont rentrés à la maison et m'ont tout raconté. La fois suivante où je l'ai vu, je lui ai tendu une enveloppe qui a tout changé. Maintenant, il m'appelle sans arrêt, me disant que j'ai toujours été le vrai gagnant et me suppliant de lui donner une autre chance. Désolé papa, tu m'as bien appris la leçon sur les conséquences. Je m'appelle Thomas, j'ai 41 ans et j'ai passé les 20 dernières années à construire quelque chose de concret. J'ai commencé comme comptable junior dans un cabinet de taille moyenne à Phoenix, gagnant environ 35 500 € par an. Rien de glamour, juste à trimer sur les déclarations d'impôts et les états financiers pendant que tout le monde autour de moi courait après les startups technologiques et les combines pour devenir riche rapidement. Tandis que mes copains de fac sautaient d'un emploi à l'autre tous les 18 mois pour des titres légèrement meilleurs et de petites augmentations, je suis resté sur place. J'ai appris le métier de A à Z, j'ai étudié le soir pour obtenir mon diplôme d'expert comptable tout en travaillant à plein temps, j'ai pris les clients que personne d'autre ne voulait parce qu'ils étaient compliqués ou exigeants, j'ai bâti des relations, j'ai gagné la confiance. Il y a 15 ans, je suis devenu associé, non pas grâce à des relations ou à la chance, mais parce que j'avais rapporté plus de nouvelles affaires que n'importe qui d'autre dans le cabinet sur une période de 5 ans. J'avais transformé notre division fiscale, le département le moins rentable, en notre plus grande source de revenus. 5 ans plus tard, j'ai racheté les parts de 2 associés qui partaient à la retraite et je suis devenu propriétaire majoritaire. Aujourd'hui, je dirige un cabinet de 18 employés, avec un chiffre d'affaires annuel à 7 chiffres et une liste de clients qui comprend certains des plus grands noms de l'immobilier et de la construction en Arizona. Je suis pleinement propriétaire de ma maison à North Scottsdale. Un bel endroit, rien d'extravagant, mais il y a une piscine et assez d'espace pour ma famille. Je conduis une Lexus de 3 ans que j'ai payée cash. Ma femme, Anna, n'a pas besoin de travailler, bien qu'elle fasse beaucoup de bénévolat pour des œuvres caritatives locales. Mes 2 enfants, Emma, 14 ans, et Jake, 11 ans, vont dans d'excellentes écoles et ne manquent de rien. Pas mal pour un gars qui a grandi dans un mobil-home double largeur avec des parents pour qui le restaurant italien du coin était de la haute gastronomie. Mon jeune frère, Derek, a 37 ans et a été professionnellement au chômage pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Je dis « professionnellement » parce qu'il a transformé l'évitement du vrai travail en une forme d'art. Derek a le don de faire passer l'échec pour une stratégie. Il n'a pas de travail, il est entre 2 opportunités. Il n'est pas au chômage, il se concentre sur son développement personnel. Il ne vit pas chez nos parents sans payer de loyer, il les aide avec la propriété pendant qu'il construit sa marque. Son profil LinkedIn le décrit comme consultant créatif et stratège de marque. Sa description de poste réel consiste à dormir jusqu'à midi dans la chambre d'amis de nos parents et à jouer aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin. Il a eu peut-être cet emploi au cours des 15 dernières années, aucun ne durant plus de 8 mois. Il s'est fait virer de Best Buy pour ses retards constants. Il a démissionné de Starbucks parce que le manager ne respectait pas ses idées pour améliorer l'expérience client. Il a quitté un poste de vendeur chez un concessionnaire automobile parce que la rémunération à la commission était de l'exploitation. Chaque emploi se termine de la même manière. Ce n'est jamais de sa faute. Le manager était incompétent, la culture d'entreprise était toxique, la structure de rémunération était injuste. C'est toujours le problème de quelqu'un d'autre, jamais sa responsabilité. Derek a fréquenté un community college pendant 3 semestres avant d'abandonner. Il a dit à tout le monde qu'il allait créer sa propre entreprise et qu'il n'avait pas besoin de diplôme. C'était il y a 16 ans. L'entreprise ne s'est jamais matérialisée, mais les excuses n'ont jamais cessé. Nos parents, Roger et Patricia, ont encouragé tout ça. Ils financent son style de vie depuis ses 18 ans. Ils ont payé sa voiture, couvrent sa facture de téléphone, achètent ses courses, lui donnent de l'argent de poche, tout ça pendant qu'il ne contribue absolument en rien aux dépenses du ménage ou à son propre avenir. Quand j'avais l'âge de Derek, je travaillais 60 heures par semaine et j'économisais chaque euro que je pouvais. J'avais mon diplôme d'expert comptable, je possédais un petit appartement et j'étais fiancé à Anna. J'avais construit quelque chose de tangible grâce à des années d'efforts constants.
Derek possède une installation de jeux vidéo d'une valeur d'environ 3700 € et un placard rempli de baskets chères que nos parents lui ont achetées. C'est la totalité de son patrimoine net à 37 ans. Le favoritisme a été évident depuis notre enfance. Derek était toujours le charmant, le sociable, celui qui avait un potentiel, qui n'attendait qu'à être libéré. J'étais l'ennuyeux, le sérieux, celui qui se débrouillerait tout seul. Quand Derek ramenait des mauvaises notes, mes parents disaient que les notes n'avaient pas d'importance et qu'il apprenait des leçons de vie importantes. Quand je ramenais un bulletin parfait, ils le reconnaissaient à peine. C'était juste la norme attendue. Quand Derek a voulu arrêter le baseball parce que l'entraînement était trop tôt le matin, ils l'ont laissé faire. Quand j'ai voulu sauter un tournoi parce que j'avais un examen important, mon père m'a fait un sermon sur l'engagement et le fait d'aller au bout des choses. Derek a eu une nouvelle voiture pour ses 16 ans. J'ai eu accès à la berline familiale vieille de 15 ans qui tombait en panne un mois sur deux. Le schéma a continué à l'âge adulte. Quand Derek avait besoin d'argent pour le loyer, il le lui envoyait immédiatement. Quand j'ai demandé à emprunter environ 2800 € pour un acompte sur mon premier appartement, mon père m'a dit que je devais apprendre à voler de mes propres ailes. Je l'ai remboursé quand même après avoir économisé l'argent moi-même. Je n'ai plus jamais rien demandé. Anna a tout de suite vu clair dans leur jeu. Dès le premier dîner de famille où je l'ai amené. Derek est arrivé avec 2 heures de retard, ne s'est pas excusé et a passé tout le repas à parler de sa dernière idée d'entreprise impliquant des crypto-monnaies et des influenceurs Instagram. Mes parents buvaient ses paroles comme s'ils donnaient une conférence TED. Anna et moi venions de nous fiancer. Nous l'avons annoncé à ce dîner. Ma mère a dit « Félicitations » et s'est immédiatement retournée vers Derek pour lui poser plus de questions sur sa stratégie d'influenceur. Mon père a hoché la tête et est retourné à son steak. Anna a attrapé ma main sous la table et l'a serrée. Plus tard dans la voiture, elle a dit « Ta famille est folle. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Elle n'avait pas tort. Nous sommes mariés depuis 16 ans maintenant. Nous avons construit une belle vie ensemble. Pendant tout ce temps, elle a vu mes parents minimiser mes accomplissements tout en célébrant les trophées de participation de Derek. Quand je suis devenu associé, mes parents ont dit que c'était bien et m'ont demandé si Derek pouvait rester chez nous quelques semaines pendant qu'il réfléchissait à sa prochaine étape. Quand j'ai racheté les parts de mes associés et suis devenu propriétaire majoritaire, mon père a marmonné quelque chose sur le fait qu'il espérait que les dettes ne m'enseveliraient pas. Quand Derek a été embauché chez le concessionnaire automobile, ils lui ont organisé une fête. Une vraie fête avec un gâteau et des membres de la famille invités. Pour avoir trouvé un travail. À 35 ans. Après ça, Anna a cessé d'aller aux événements familiaux. Elle a dit qu'elle ne supportait plus de les voir me traiter comme un second choix. Je ne lui en ai pas voulu. J'y allais encore moi-même quelques fois par an pour maintenir une sorte de relation avec mes parents. Les enfants allaient voir leurs grands-parents de temps en temps. Emma et Jake aimaient y aller parce que mes parents les gâtaient avec de la malbouffe et du temps d'écran, chose que nous limitions à la maison. Je pensais que c'était assez inoffensif, le privilège des grands-parents et tout ça. Cela a changé il y a 3 mois. C'était un dimanche après-midi en juillet. J'étais dans mon bureau à la maison, rattrapant mes emails, quand Emma est entrée. Elle avait ce regard que les enfants prennent quand ils savent que quelque chose ne va pas mais ne sont pas sûrs de devoir en parler. « Papa, je peux te poser une question ?» « Toujours. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, tripotant la coque de son téléphone. Le langage corporel typique d'une ado de 14 ans annonçant une conversation inconfortable. Papy a dit quelque chose de bizarre hier quand on était là-bas. J'ai posé mon téléphone et lui ai accordé toute mon attention. Bizarre comment ? Il parlait de toi à oncle Derek. On n'était pas censé entendre, mais Jake et moi étions dans la cuisine et ils étaient dans le salon. La télé était allumée, alors ils n'ont pas réalisé qu'on pouvait les entendre. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il a dit ? Emma a baissé les yeux vers ses mains. Il a dit à oncle Derek que tu étais un loser qui avait eu de la chance. Que tu t'étais juste trouvé au bon endroit au bon moment et que n'importe qui aurait pu faire ce que tu as fait. Il a dit que c'était oncle Derek qui avait le vrai talent et la vision. Et que les gens comme toi se contentent de suivre des formules, alors que les gens comme Derek innovent. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils confirmaient ce que j'avais toujours soupçonné. Mon père croyait sincèrement que je n'avais rien de spécial. Que ma réussite était accidentelle.
que l'échec perpétuel de Derek était en quelque sorte plus impressionnant que mes 2 décennies de réalisation constante. A-t-il dit autre chose? Emma a hoché la tête. Il a dit à Derek de ne pas se sentir mal de chercher encore sa voie, parce que tu avais eu de la chance avec la compta, mais que Derek, lui, construisait quelque chose de plus grand. Que la réussite conventionnelle comme la tienne était ennuyeuse et que Derek allait finir par faire quelque chose de révolutionnaire. Jake a entendu tout ça aussi? Oui, il était vraiment confus. Après qu'on soit parti, il m'a demandé pourquoi papy pense qu'oncle Derek est meilleur que toi alors qu'oncle Derek n'a même pas de travail. Je ne savais pas quoi lui dire. J'ai pris une grande inspiration, j'ai digéré l'information, ressentant ce mélange familier de colère et de résignation qui vient quand on réalise que nos pires soupçons sur quelqu'un étaient exacts depuis le début. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Lui ai-je demandé. Emma a levé les yeux, croisant mon regard directement. Je pense que papy a tort. Tu travailles très dur. Tu as construit toute ton entreprise. Oncle Derek joue aux jeux vidéo toute la journée et emprunte de l'argent à papy et mamie. Je ne comprends pas pourquoi papy pense que c'est mieux. La vérité sort de la bouche des adolescents de 14 ans. Parfois, les enfants voient les choses plus clairement que les adultes parce qu'ils n'ont pas encore appris à rationaliser les vérités évidentes. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Et pour information, tu as raison. J'ai travaillé dur. Je travaille dur. La réussite n'est pas une question de chance. C'est une question de se présenter chaque jour et de faire le travail, même quand on n'en a pas envie. Tu es en colère contre papy? Pas en colère. Déçu. C'est différent. Jake est alors apparu dans l'embrasure de la porte, hésitant. Emma t'a dit ce que papy a dit? Oui. C'était méchant, a simplement dit Jake. Et ça m'a donné envie de ne plus y retourner. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose devait changer. Mes parents pouvaient penser ce qu'ils voulaient de moi. J'avais fait la paix avec leur favoritisme il y a des années. Mais ils n'avaient pas le droit d'empoisonner la perception de mes enfants sur le travail acharné et la réussite. Ils n'avaient pas le droit d'enseigner à mes enfants que l'effort n'a pas d'importance et que l'échec doit être célébré au détriment de la réussite. Anna est rentrée 1 heure plus tard et je lui ai tout raconté. Elle n'était pas surprise, juste en colère. Je te l'ai dit il y a des années qu'ils étaient toxiques. Ça fait des années que je te dis de couper les ponts complètement. Ils ne te respectent pas. Ils ne l'ont jamais fait. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'était la question. Que allais-je faire face à des parents qui, fondamentalement, ne me respectaient pas mais s'attendaient toujours à ce que je maintienne une relation avec eux? Qui pensaient si peu de mes accomplissements qu'ils les balayaient d'un revers de main devant mes propres enfants? J'ai passé la soirée à réfléchir, pas exactement à la vengeance, mais aux conséquences, aux limites, à enseigner à mes enfants qu'on n'est pas obligé de maintenir des relations avec des gens qui vous rabaissent, même si ces gens font partie de la famille. Avant d'aller me coucher, j'avais un plan. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, je lui ai expliqué la situation et je lui ai demandé de rassembler certains documents dont j'aurais besoin. Il a posé quelques questions pour clarifier et a dit qu'il aurait tout prêt en 48 heures. Ensuite, j'ai appelé ma conseillère financière, je lui ai demandé de faire des simulations sur quelques scénarios que j'avais décrits. Elle m'a envoyé les projections avant la fin de la journée. Enfin, je me suis assis et j'ai écrit une lettre. Pas émotive, pas en colère, juste factuelle. 3 pages décrivant ma perspective et ma décision. Je l'ai révisée 4 fois jusqu'à ce qu'elle dise exactement ce que je voulais dire. Anna l'a lu et a hoché la tête. C'est la bonne décision. Tu aurais dû faire ça il y a des années. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle voulait savoir si nous viendrions à la fête d'anniversaire de Derek le week-end suivant. Il allait avoir 38 ans. Apparemment, une raison de célébrer. En fait, je comptais passer ce samedi après-midi. Juste moi. J'ai besoin de vous parler, à toi et à papa. Oh, tout va bien? Tout va bien. J'ai juste besoin d'avoir une conversation. Je serai là vers 14 heures. Eh bien, Derek sera là. Il reste avec nous en ce moment pendant sa transition entre 2 opportunités. Bien sûr qu'il était là. C'est bon. Ça le concerne aussi. Samedi après-midi, je me suis garé devant la maison de mes parents. Le même endroit où ils vivaient depuis 30 ans. Une modeste maison de plain-pied dans un quartier plus ancien.
Rien d'extraordinaire, mais confortable. La pelouse avait besoin d'être tondue. La voiture de Derek, une Camaro de 10 ans qu'il lui avait achetée, était dans l'allée avec une vignette d'immatriculation périmée. Je suis entré sans frapper. Une habitude familiale. Je les ai trouvés tous les trois dans le salon. Papa dans son fauteuil inclinable. Maman sur le canapé. Derek affalé dans l'autre fauteuil, jouant à quelque chose sur son téléphone. « Salut », ai-je dit. « Merci de prendre le temps. »« Bien sûr », a dit maman, posant son livre. « De quoi voulais-tu parler ?» J'ai sorti une grande enveloppe en papier craft de mon sac et je l'ai posée sur la table basse. « Je vais dire certaines choses et ensuite je partirai. Vous pourrez lire ce qu'il y a dans cette enveloppe après mon départ, mais j'ai besoin que vous écoutiez d'abord. » Papa a froncé les sourcils. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé. Il y a 3 semaines, Emma m'a parlé d'une conversation qu'elle et Jake ont entendue quand ils étaient ici. Papa, tu as dit à Derek que j'étais un loser qui avait eu de la chance. Que ma réussite était accidentelle et ennuyeuse. Que Derek était celui qui avait un vrai talent, même s'il a 37 ans et n'a pas gardé un emploi plus de 8 mois. Le visage de mon père a changé. Ma mère avait l'air confuse. Derek continuait de fixer son téléphone, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Vous avez dit ça devant mes enfants. Vous avez appris à mes enfants que les 20 ans de travail acharné de leur père n'ont aucune importance. Que se présenter chaque jour et construire quelque chose de réel est moins impressionnant que l'incapacité totale de Derek à fonctionner comme un adulte. Attends une minute, a commencé mon père. J'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Pendant toute ma vie, vous avez clairement montré que j'étais le fils décevant, l'ennuyeux, celui qui a pris le chemin sûr. Vous avez célébré chaque échec de Derek comme un potentiel, tout en balayant chacune de mes réussites comme de la chance ou le fait d'être au bon endroit au bon moment. Ce n'est pas juste, a dit maman. Nous avons toujours été fiers de toi. Non, vous ne l'avez pas été. Vous m'avez toléré tout en vous extasiant sur Derek. Quand je suis devenu associé, tu m'as demandé si Derek pouvait emménager avec moi. Quand j'ai racheté les parts de mes associés, tu t'es inquiété de mes dettes. Quand Derek a obtenu un emploi chez un concessionnaire automobile, vous lui avez organisé une fête. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le mur. J'ai fait la paix avec ça il y a des années. Vous avez le droit d'avoir vos préférences. Vous avez le droit d'entretenir le dysfonctionnement de Derek si c'est ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça devant mes enfants. Vous n'avez pas le droit de leur apprendre que l'effort n'a pas d'importance et que la médiocrité doit être célébrée. On essayait juste de l'encourager, a dit papa faiblement. En me dénigrant devant mes propres enfants ? Ce n'est pas de l'encouragement. C'est de la cruauté. J'ai montré l'enveloppe. À l'intérieur, vous trouverez 3 choses. Premièrement, une lettre expliquant en détail pourquoi j'en ai fini. Deuxièmement, des documents montrant que je vous ai retiré de tout héritage potentiel ou de mes listes de contacts d'urgence. Troisièmement, une lettre de mise en demeure de mon avocat indiquant que si vous faites à nouveau des remarques désobligeantes à mon sujet à mes enfants, j'engagerai des poursuites judiciaires pour aliénation parentale. Maman a eu un hoquet de surprise. Derek a finalement levé les yeux de son téléphone. Vous êtes également exclu de toute implication future avec ma famille. Plus de visites des enfants. Plus de dîners de fête. Plus d'appels téléphoniques pour demander des faveurs ou de l'argent. C'est fini. C'est ridicule, a dit mon père, son visage devenant rouge. Tu vas jeter ta famille par la fenêtre pour une seule conversation. Non, je mets fin à une relation à sens unique qui est brisée depuis des décennies. Vous avez jeté votre fils il y a 30 ans quand vous avez décidé que le potentiel de Derek était plus important que mes réalisations concrètes. Je ne fais que l'officialiser. Je me suis levé. Oh, et une dernière chose. L'argent que Derek vous a prêté pour couvrir les dépenses. L'argent que Derek vous a dit provenir d'un ami qui investissait dans sa dernière idée d'entreprise. C'était moi. J'ai donné de l'argent à Derek tous les quelques mois parce que je savais que si je ne le faisais pas, vous perdriez la maison. Le choc sur leur visage valait presque le déplacement à lui seul. C'est fini aussi. Plus de sauvetage, plus de filets de sécurité. Derek est un adulte. Vous voulez l'entretenir, c'est votre choix, mais vous le ferez avec votre propre argent à partir de maintenant. Derek a finalement parlé.
Je t'ai donné cet argent tous les quelques mois ces 4 dernières années, environ 35 500 € au total. J'ai gardé les reçus. Je t'avais dit de leur dire que ça venait de ton ami investisseur pour que tu n'aies pas à admettre que tu prenais de l'argent de ton frère loser qui a eu de la chance. Il a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Je me suis dirigé vers la porte. Maman s'est levée, les larmes aux yeux. Thomas, s'il te plaît, on peut en parler. On ne voulait pas te blesser. Si, vous le vouliez. Vous ne pensiez juste pas que j'oserais un jour vous le reprocher. Profitez bien de votre temps avec l'enfant prodige. J'espère qu'il vaut ce que vous êtes en train de perdre. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, je suis parti et je ne me suis pas retourné. Le premier appel est arrivé ce soir-là. Papa, d'une voix paniquée. Fils, il faut qu'on parle. Tu réagis de manière excessive. On peut arranger ça. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Les appels ont continué, plusieurs fois par jour pendant la première semaine. Maman pleurant sur la messagerie, disant qu'il m'aimait et que tout cela n'était qu'un malentendu. Papa laissant des messages de plus en plus désespérés sur la famille et le pardon. Derek a même appelé une fois. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu que tout cela arrive et qu'on pouvait s'il vous plaît juste parler. J'ai supprimé le message vocal sans l'écouter en entier. Anna a soutenu ma décision complètement. Tu aurais dû faire ça il y a 10 ans. Il se servait de toi comme plan de secours tout en te traitant comme une ordure. Bon débarras. Les enfants ont posé la question une fois. Je leur ai dit la vérité en des termes adaptés à leur âge. Que papy et mamie avaient dit des choses blessantes et que nous faisions une pause dans le temps passé avec eux. Ils ont semblé l'accepter sans trop de difficultés. Emma a même dit qu'elle était soulagée de ne pas avoir à y retourner. 2 semaines après la confrontation, j'ai reçu une lettre de mes parents par la poste. Manuscrite, 4 pages, pleine d'excuses, d'explications et de promesses de faire mieux, me demandant de reconsidérer, disant qu'il comprenait enfin ce qu'il m'avait fait ressentir et qu'il voulait une chance de se racheter. Je l'ai lu une fois et je l'ai classé avec les autres documents. Je n'ai pas répondu. 1 mois plus tard, ma mère s'est présentée à mon bureau. Elle a réussi à passer la réceptionniste en disant qu'elle était ma mère et que c'était une urgence familiale. Je suis sorti dans le hall et je l'ai trouvée assise là, l'air petite et fatiguée. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne réponds pas à nos appels. J'avais besoin de te voir. Et maintenant tu m'as vu. Au revoir. S'il te plaît. Juste 5 minutes. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer dans mon bureau, j'ai fermé la porte, je suis resté debout. Elle a pleuré, s'est excusée, a dit qu'ils avaient eu tort sur tout. Qu'elle voyait maintenant comment ils avaient favorisé Derek et m'avaient rabaissé. Que papa était dévasté et ne savait pas comment réparer les choses. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» ai-je demandé. « Pourquoi Derek a-t-il toujours été plus important ?» Elle a hésité. Il nous rappelait comment nous étions, jeunes et pleins de rêves. Toi, tu as toujours été si concentré et déterminé. Tu n'avais pas besoin de nous de la même manière que Derek. Donc, vous lui avez tout donné parce qu'il en avait besoin, et vous ne m'avez rien donné parce que je pouvais me débrouiller tout seul. Quand tu le dis comme ça semble terrible. C'est terrible. On ne peut pas traiter ses enfants différemment parce que l'un est fonctionnel et l'autre non. Ce n'est pas de l'éducation. C'est de l'assistanat. Je le sais maintenant. Nous le savons maintenant. Tant mieux pour vous. Heureux que vous l'ayez compris. Je l'ai compris il y a 20 ans, mais personne ne se souciait de ce que je pensais. Que pouvons-nous faire pour arranger ça ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Rien. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous ne pouvez pas passer 3 décennies à me traiter comme le fils de secours et ensuite vous en sortir avec des excuses quand je finis par me défendre. Alors c'est tout ? On ne te reverra plus jamais, ni les enfants ? C'est ça. Elle est partie en pleurant. Je suis retourné au travail. Je n'ai rien ressenti. Le point de rupture pour eux est survenu 2 mois plus tard. Je l'ai appris par une connaissance commune qui pensait que je devais être au courant. Apparemment, Derek avait été arrêté. Rien de grave, juste des amendes de circulation impayées qui s'étaient transformées en mandat d'arrêt. Il a passé une nuit à la prison du comté avant que mes parents ne puissent le faire libérer sous caution. La caution était d'environ 1 400 €. Ils ne les avaient pas. Ils ont dû emprunter à un ami.
Cet ami en a parlé à quelqu'un, qui en a parlé à quelqu'un, qui a fini par m'en parler. Une semaine après cet incident, papa a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu sans réfléchir. Thomas, je sais que tu as dit que c'était fini, mais je t'en supplie. On a besoin d'aide. Je raccroche maintenant. Attends, s'il te plaît, écoute juste une minute. Quelque chose dans sa voix m'a fait faire une pause. Pas le ton autoritaire habituel ni le ton dédaigneux. Un désespoir authentique. Une minute. On est dans de vrais ennuis. La maison a besoin de réparations qu'on ne peut pas se permettre. Les factures médicales s'accumulent. La situation juridique de Derek s'aggrave. On n'a personne d'autre vers qui se tourner. Ce n'est pas mon problème. Je sais qu'on t'a maltraité. Je sais qu'on a favorisé Derek et qu'on a méprisé tes réussites. Je sais qu'on a eu tort, mais on est en train de couler. Je te demande, en tant que mon fils, de nous aider une dernière fois. En tant que ton fils. C'est intéressant, parce que quand j'étais ton fils en grandissant, tu as clairement fait savoir que j'étais le lot de consolation. Quand j'étais ton fils en train de construire une carrière, tu ne prenais même pas la peine de le reconnaître. Quand j'étais ton fils devenant associé, rachetant mon cabinet, construisant quelque chose de réel, tu étais trop occupé à célébrer la capacité de Derek à se présenter à un entretien d'embauche. J'avais tort sur tout ça. Oui, tu avais tort. Mais avoir tort ne te donne pas droit à mon temps, mon argent ou mon pardon. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi Derek chaque jour pendant 30 ans. Vous l'avez choisi lui. Maintenant, vous devez vivre avec ce choix. Il est en difficulté. Il a besoin d'aide. Moi aussi. Pendant toute mon enfance et ma jeunesse, j'avais besoin de validation, de soutien et d'une reconnaissance de base que je comptais. Tu sais ce que j'ai eu à la place? Rien. Alors maintenant, Derek a la même chose que moi. Ça me semble juste. C'est différent. C'est grave. Toute mon existence était grave. Tu ne t'en souciais juste pas parce que je n'étais pas le fils que tu voulais. Long silence à l'autre bout du fil, puis, doucement, que veux-tu que je dise? Rien. Il n'y a rien à dire. Tu as eu 41 ans pour bien faire les choses. Tu as eu d'innombrables occasions de me traiter comme si je comptais. Tu as choisi de ne pas le faire. Je choisis la même chose maintenant. Je suis désolé. J'en suis sûr. Désolé que ton filet de sécurité ait disparu. Désolé que les échecs de Derek vous rattrapent enfin. Désolé que vous subissiez les conséquences. Mais tu n'es pas désolé de la façon dont tu m'as traité. Tu es désolé que j'ai arrêté de te laisser me traiter de cette façon. J'ai raccroché, bloqué le numéro, et je suis retourné à ma vie. Les appels ont continué depuis d'autres numéros. Des amis de mes parents me contactant en leur nom. Des parents éloignés dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, soudainement préoccupés par l'unité familiale. Même l'ex-petite amie de Derek du lycée m'a envoyé un message sur Facebook pour me demander si je pouvais aider la famille. J'ai tout ignoré. J'ai laissé Anna gérer le téléphone, je me suis concentré sur mon travail, mes enfants et ma vraie vie que j'avais construite sans aucune de leur aide ou de leur soutien. 3 mois après ma dernière conversation avec papa, j'ai reçu un appel de mon avocat. Mes parents avaient tenté de contester le retrait de mes documents de succession, prétendant que je n'étais pas sain d'esprit lorsque j'avais fait les changements. La contestation a été rejetée immédiatement, mais cela montrait à quel point ils étaient devenus désespérés. La même semaine, Emma m'a dit qu'elle avait reçu un message sur Instagram de Derek. Il lui demandait de me parler, de me convaincre de les aider. Il disait qu'ils étaient vraiment en difficulté et qu'ils avaient besoin de retrouver leur famille. J'ai demandé à mon avocat d'envoyer une lettre de mise en demeure nommant spécifiquement Derek et lui interdisant tout contact avec mes enfants. S'il essayait à nouveau, je porterais plainte pour harcèlement. 5 mois après leur avoir remis l'enveloppe, j'ai appris par mon comptable que mes parents avaient déposé le bilan, perdu la maison et avaient dû déménager dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Derek vivait apparemment toujours avec eux, toujours au chômage, attendant toujours sa grande percée. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni culpabilité, ni regret. Juste une reconnaissance neutre que les actions ont des conséquences et que la réalité finit par rattraper tout le monde. 6 mois jour pour jour après notre dernière conversation, je quittais mon bureau vers 18h. J'ai trouvé papa qui attendait près de ma voiture sur le parking.
On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans. Plus mince, plus grisonnant, légèrement voûté, comme si le poids de tout était devenu physique. « Je sais que tu ne veux pas me voir », a-t-il dit avant que je puisse lui dire de partir. « Je sais que je ne mérite pas ton temps, mais j'ai besoin que tu entendes quelque chose. Tu as 1 minute. Tu as toujours été le vrai gagnant. Pas Derek. Toi. Tout ce que j'ai dit sur la chance et le fait d'être au bon endroit, c'était des bêtises. Tu as construit quelque chose de réel par la discipline, le travail et la régularité. Tu es tout ce que je voulais être et que je n'ai jamais été. Et je t'ai puni pour ça, parce que voir ta réussite me rappelait mes propres échecs. » Je l'ai regardé fixement. J'ai attendu. Derek est ce que j'étais. Plein de potentiel, d'excuses et de rêves qui ne se sont jamais matérialisés. Je me suis vu en lui et je ne pouvais pas admettre que ses qualités menaient à l'échec. Alors j'ai continué à me dire, et à dire à tout le monde, qu'il avait juste besoin de plus de temps, de plus de soutien, de plus de chance. J'ai continué à y croire parce que l'alternative était d'admettre que j'avais gâché ma vie avec les mêmes illusions. Il a essuyé ses yeux. Je sais qu'il est trop tard. Je sais que j'ai détruit la relation que nous avions. Je sais que j'ai échoué en tant que père. Mais j'avais besoin que tu entendes que tu avais raison sur tout. Tu es la réussite. C'est toi qui as tout compris. Et j'étais trop fier et trop aveugle pour l'admettre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu as raison, ai-je finalement dit. Il est trop tard. On ne reçoit pas de médaille pour comprendre des vérités fondamentales sur ses fils quand on est désespéré et fauché. On n'est pas applaudi pour avoir admis qu'on a eu tort après 40 ans à avoir tort. Et on n'obtient certainement pas le pardon juste parce qu'on n'a plus d'autres options. Je ne demande pas le pardon. Tant mieux. Parce que tu ne l'auras pas. Tu sais quoi? Tu vas avoir la même chose que ce que tu m'as donné pendant 3 décennies. Rien. J'ai déverrouillé ma voiture et je suis monté dedans. Il est resté là, sur le parking, les épaules affaissées, l'air abattu. Une petite partie de moi se sentait mal pour lui. La partie qui se souvenait encore d'être un enfant qui voulait l'approbation de son père. Mais la plus grande partie, celle qui avait construit une vie, une famille et une entreprise sans aucun soutien ni reconnaissance de la part des personnes qui étaient censées le donner inconditionnellement, ne ressentait rien d'autre que du soulagement. J'ai démarré la voiture et je suis parti. J'ai regardé une fois dans le rétroviseur et je l'ai vu, toujours debout là. Je n'ai pas regardé à nouveau. Ce soir-là, au dîner, Jake m'a demandé si je pouvais lui apprendre à investir. Il a dit qu'il avait regardé des vidéos en ligne et qu'il voulait apprendre à créer de la richesse de la bonne manière. Emma a demandé si elle pouvait passer une journée avec moi au travail pour voir ce que je faisais réellement toute la journée. Anna a souri de l'autre côté de la table, a tendu la main et a serré la mienne. Tu es un bon exemple pour eux. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai regardé mes enfants, j'ai regardé ma femme, j'ai regardé la vie que j'avais construite avec rien d'autre que des efforts constants et le refus d'abandonner. J'ai pensé à mes parents et à Derek, luttant dans cet appartement, blâmant toujours tout le monde sauf eux-mêmes pour la tournure qu'avait prise leur vie. Je suis l'exemple dont j'avais besoin quand j'avais leur âge, ai-je dit. Ça me suffit. Jake a hoché la tête sérieusement. Emma a souri. Anna a continué de sourire. Nous avons fini de dîner en parlant d'investissement, de travail et du chemin ennuyeux, constant et sans glamour vers la véritable réussite. Dehors, la nuit tombait. Quelque part à l'autre bout de la ville, mes parents avaient probablement une autre conversation sur la façon de me convaincre de les aider. Sur la façon d'expliquer 30 ans de favoritisme et de mépris. Sur la façon d'inverser les conséquences de leur choix. Ils ne le pouvaient pas. Certaines choses, une fois brisées, ne se réparent pas. Certaines relations, une fois détruites, ne se reconstruisent pas. Certains choix, une fois faits, mènent à des destinations d'où l'on ne peut pas revenir. J'avais appris cette leçon à leurs pieds. Maintenant, ils l'apprenaient de moi. Les appels ont continué pendant encore quelques mois, puis se sont lentement espacés. Aux dernières nouvelles, via le réseau familial, ils étaient toujours dans cet appartement. Derek a finalement trouvé un travail dans un entrepôt, travaillant de nuit à charger des camions. Papa faisait quelques petits boulots de bricolage au noir. Maman travaillait à temps partiel dans une épicerie. Ils vivaient la vie que j'aurais vécue si je n'avais pas décidé d'être meilleur que mes circonstances. La vie dont il m'avait dit qu'elle était indigne de quelqu'un avec un vrai potentiel et une vision comme Derek.
Il s'est avéré que le potentiel et la vision ne paient pas le loyer. La régularité et le travail, si. Je ne les déteste pas honnêtement, je ne pense presque plus à eux. Ce sont juste des gens que je connaissais autrefois, qui ont fait de mauvais choix et qui en subissent les conséquences. Comme des millions d'autres personnes qui ont confondu le favoritisme avec l'amour et l'assistanat avec le soutien. Ma vie a avancé sans eux. J'ai été invité à prendre la parole à la conférence nationale des experts comptables sur la construction d'un cabinet prospère. J'ai embauché 2 nouveaux collaborateurs. J'ai commencé à planifier un voyage en famille en Europe pour l'été prochain. Emma a été acceptée dans un programme scientifique compétitif. Jake a obtenu les félicitations du conseil de classe. Une vie normale. Une belle vie. Le genre de vie qui vient en se présentant chaque jour et en faisant le travail, même lorsque personne ne regarde, ne s'en soucie ou ne vous en donne le crédit. Le genre de réussite que les gens comme mon père appellent de la chance parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la discipline nécessaire pour l'atteindre. Il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre par la poste. Une adresse d'expéditeur que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouverte pour trouver une note manuscrite de Derek. Il s'excusait. Il disait qu'il comprenait enfin ce que j'avais essayé de leur dire pendant des années. Que le potentiel ne signifie rien sans l'exécution. Que les rêves sans discipline ne sont que des fantasmes. Qu'il avait gâché sa vie à attendre que le succès le trouve au lieu de le construire lui-même. Il travaillait à plein temps maintenant, vivait dans son propre appartement pour la première fois de sa vie d'adulte, gagnant environ 840 € toutes les 2 semaines et apprenant ce que signifiait vraiment subvenir à ses propres besoins. Apprenant à 38 ans ce que j'avais appris à 18 ans. Il ne demandait ni argent, ni pardon, ni réconciliation. Il voulait juste que je sache qu'il avait compris maintenant. Que j'avais eu raison depuis le début. Qu'il était désolé d'avoir fait partie de la dynamique qui m'a rabaissé tout en célébrant sa médiocrité. J'ai lu la lettre 2 fois. Je l'ai classée avec les autres documents. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être pas. Cela ne semblait pas urgent de toute façon. Ce que je ressentais, c'était la paix. Une paix complète et totale avec ma décision. Pas de culpabilité. Pas de remise en question. Pas de doute sur le fait d'avoir été trop dur. Juste la certitude que j'avais fait ce qui devait être fait pour protéger ma famille et ma santé mentale de personnes qui avaient prouvé qu'elles ne pouvaient pas m'apprécier à ma juste valeur. Ils voulaient que je sois le gagnant maintenant que cela les arrangeait. Ils voulaient le crédit de m'avoir élevé après des années à agir comme si ma réussite était accidentelle. Ils voulaient un accès à ma vie après avoir clairement montré que je n'étais pas assez important pour être une priorité quand ça comptait. Trop tard. La porte était fermée. Les ponts étaient coupés. La relation était terminée. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité, Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, éclatez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de cartonner.